Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire aujourd'hui, la prison échoue-t-elle dans sa mission d'éducation des mineurs, mission que lui assigne la loi? Spoil, la réponse est oui, et on va en parler avec l'invité du Grand Oral, la journaliste Isabelle Dautrem. L'anti-sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes scolaires. L'actualité aujourd'hui, c'est la prise de fonction toute récente d'un nouveau président au Chili. Il est jeune, il est de gauche, et le programme, c'est celui de la spécialité HGGSP. Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. L'heure de la récré, toujours avec Amal. Sortez vos carnets de correspondance, ça va barder. Et puis enfin, comme tous les vendredis, on poussera la porte de la librairie pour retrouver notre libraire et chroniqueuse Célie Luton. Au menu, c'est la fête des phylactères à l'occasion de l'ouverture du festival de bande dessinée d'Angoulême, la quotidienne de Scout TV. C'est parti, Grand Oral. 75% des mineurs détenus récidivent à leur sortie dans les 5 ans. Les causes sont multiples, mais l'une d'entre elles pèse lourd. La continuité pédagogique que la loi prévoit n'est que rarement assurée. C'est entre autres ce que raconte la poignante plongée en milieu carcéral que propose le dessinateur Bast et la journaliste Isabelle Dautrem. Titre de la bande dessinée 17 piges. Elle vient de sortir chez Futuropolis. Isabelle Dautrem est l'invitée de notre Grand Oral. On est très heureux de l'accueillir. Isabelle, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous suivez, quand je dis plongée, c'est vraiment immersif. Vous suivez Ben, c'est le nom que vous lui donnez en tout cas. Il est interpellé dans son lycée. Oui. Ben est interpellé un jour comme un autre. Il est un élève comme un autre. Plutôt un bon élève d'ailleurs de première ES. À l'époque, c'était encore la filière ES. Et là, la police vient le chercher. Donc là, le chef d'établissement a quand même la délicatesse de demander à ce que la police reste dans son bureau pour tenter d'être la plus discrète possible. Il n'en demeure pas moins que Ben quitte le lycée et ne rentrera pas chez lui. Et c'est le début d'une série de ce que lui perçoit comme des humiliations et qui, sur certains dessins, sont des humiliations tout à fait objectives. Alors, c'est le début d'une grande incompréhension, d'abord, parce qu'il est interpellé, effectivement, donc il va aller en garde à vue, puis il y a toute la procédure normale de la justice. Mais il arrive en prison. Donc là, il y a une ellipse tout au début de la bande dessinée. Il arrive en prison et il ne comprend pas bien pourquoi il est là. Et ça, c'est... Nous non plus, d'ailleurs. Quand on lit, il faut attendre assez longtemps pour comprendre ce dont il est accusé, à savoir, et sans qu'on sache si effectivement il est coupable de ce qu'on dit, d'avoir participé à un viol collectif. Exactement. Et ce qui m'a semblé très intéressant, en tout cas, ce Ben existe dans la vie. Il était effectivement, je l'ai rencontré moi au quartier pour mineurs de Fleury-Mérogis. Et ce qui était surprenant, c'était qu'il s'accrochait à sa scolarité. C'est-à-dire que vraiment, il avait une seule préoccupation à son arrivée, c'était de continuer une scolarité normale. Et de passer le bac. Et de passer le bac, passer d'abord le TPE, parce qu'effectivement, il devait... Les travaux personnels encadrés. Voilà, qui ont disparu, mais il n'en demeure pas moins qu'à l'époque, il était dans un groupe et qu'il devait préparer, finaliser son oral. Et pour cela, il avait besoin d'Internet et c'était sa préoccupation. Et ce qui paraissait complètement délirant pour quelqu'un d'extérieur, sans savoir ce qu'il avait fait, mais ce décalage... Mais en sachant qu'il avait fait quelque chose de suffisamment grave pour être incarcéré quand même. Pour être incarcéré, effectivement, donc en détention provisoire mais incarcéré. Et lui, c'était ce décalage entre ses préoccupations et la réalité de sa situation. Préoccupation qui l'amène à fréquenter très assidûment, au moins au début, le peu de cours, le peu de classes qui est proposé au quartier des mineurs de Fleury-Mérogis. Alors, il s'y présente avec, je pense, dans l'idée de sortir très vite et donc de reprendre une scolarité tout à fait normale. Mais de toute façon, en prison, en tout cas les jeunes que j'ai pu voir, tous ne sont pas autorisés à descendre au quartier pour mineurs, enfin en scolaire, parce que certains sont jugés trop dangereux ou pour des raisons d'affaires et ils risqueraient de croiser d'autres détenus qui sont mêlés dans les mêmes affaires. Mais la plupart sont plutôt, je ne dirais pas contents, mais cette école constitue quand même, et moi j'y tiens beaucoup, constitue une espèce de bulle pour ces détenus dans laquelle ils peuvent respirer un peu. Et cette bulle, cette respiration, il va s'en priver lui-même petit à petit jusqu'à l'asphyxie. Alors effectivement, ça ne tient que parce que il a, en tout cas pour ce personnage-là, ça ne tient que parce qu'il a un projet et qui a un projet de passer son bac, etc. Quand il réalise petit à petit que les chances de pouvoir poursuivre une scolarité normale s'éloignent, c'est lié à son procès qui tarde, dont la date tarde à être fixée, eh bien, il décroche. Il décroche comme pourrait se passer dans n'importe quelle situation. Et on le voit, y compris changer physiquement.
Alors oui, parce que ça va avec un laisser-aller, c'est une dépression finalement. Il se laisse complètement aller, physiquement, il grossit, sa cellule ne ressemble plus à rien, lui qui l'entretenait très bien. C'est très important le soin apporté à la cellule. Et c'est un indicateur, c'est un marqueur d'une dépression, d'un lâcher-prise qui va l'entraîner dans une espèce de spirale de violence, etc., qui vont l'éloigner encore plus d'une possibilité de sortie. Isabelle Dautrem, Baste pour les dessins, 17 piges, très belle bande dessinée publiée chez Futuropolis. On en parle dans notre grand oral, qu'on reprend dans quelques minutes, juste après l'Anti-Sèche d'Amal Laoui. Et l'Anti-Sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes scolaires. L'actualité aujourd'hui, c'est l'investiture, le 11 mars dernier, de Gabriel Boric, le nouveau président chilien. Oui, Amal. c'est ça, un nouveau président porteur d'espoir. Il a réussi à s'imposer à la primaire de la gauche, puis à remporter l'élection présidentielle contre un candidat d'extrême droite. Avocat et ancien leader étudiant, Gabriel Boric a été l'une des figures de proue en 2019 du vaste mouvement de protestation contre les graves inégalités qui traversent la société chilienne. Président très jeune. Très très jeune, plus jeune que moi, 36 ans. Gabriel Boric est officiellement devenu le plus jeune président de l'histoire du Chili. Les 24 ministres de son gouvernement sont eux aussi très jeunes, 42 ans de moyenne d'âge, et majoritairement composés de femmes, 14 sur 24, notamment au poste régalien de l'intérieur, la défense ou des affaires étrangères. Alors durant la cérémonie d'investiture, il a rendu hommage à l'ancien président Salvador Allende. Et là, tous les élèves qui ont été concentrés en cours savent absolument de qui il s'agit, car Salvador Allende est une figure politique qui est bien connu des lycéens. Exactement, le Chili fait partie du premier thème du programme de spécialité AGGSP de la classe de première. On va rappeler, même si les téléspectateurs de la quotidienne connaissent très bien cette spécialité. En tout cas, c'est la spécialité d'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Eh bien, c'est une spécialité qui adopte une approche pluridisciplinaire et dont l'objectif est d'apporter aux élèves les clés de compréhension du monde en analysant des objets d'études contemporains. Alors, le titre de ce premier thème ? Alors, le titre de ce premier thème, c'est « Comprendre un régime politique, la démocratie ». L'étude du Chili entre dans l'axe 2, intitulé, lui, « Avancée et recul de la démocratie, crise et fin de la démocratie, le Chili de 70 à 73 ». Donc, un chapitre qui s'arrête donc au coup d'État de Pinochet le 11 septembre 73 et qui met fin à l'expérience politique menée par Salvador Allende à la tête du gouvernement de l'unité populaire depuis 70. Comment utilise-t-on en classe cet exemple du Chili ? Qu'est-ce qu'on veut que les élèves comprennent ? Alors en fait, les élèves vont devoir répondre à cette problématique. Quels sont les facteurs qui expliquent qu'un président démocratiquement élu ait été renversé par un coup d'État militaire ? Alors avec l'exemple du Chili, l'objectif est de comprendre et d'appréhender dans toutes ses complexités un régime démocratique dans ses difficultés, ses remises en question, ses faiblesses, qui mènent dans ce cas précis le pays vers un régime dictatorial, donc de 73 à 90, et qui deviendra un archétype de dictature à l'international à partir des années 70. À partir de là, on va quand même étudier aussi comment un régime politique peut passer de l'autoritarisme à la démocratie, puisque c'est le chemin qu'a emprunté le Chili. Oui, c'est ça, avec les exemples du Portugal et de l'Espagne de 74 à 82. La cohérence de l'axe 2 de ce chapitre repose donc sur une opposition dynamique entre un mouvement de recul de la démocratie, donc au Chili, et une autre séquence marquant une avancée, donc en Espagne et au Portugal de 74 à 82. Et à travers ces exemples, les élèves vont étudier la manière dont s'organise le passage à la démocratie après un moment autoritaire. Donc ce thème a un double objectif, analyser le régime politique dans lequel les élèves vivent, développer leurs connaissances sur la diversité des démocraties dans le monde et sur leurs évolutions. Amal, merci beaucoup. Je profite, je vais vendre la mèche. Vous avez été enseignante en sciences économiques et sociales. Nous, on présente très souvent, Amal le fait, les programmes tels qu'ils sont écrits dans les textes. Est-ce que l'actualité, vous l'utilisiez comme prof de SES ? C'est l'intérêt de cette matière. C'est ça. L'intérêt du côté enseignant d'abord, parce que comme ça permet de renouveler ses cours et puis de faire le lien entre le programme et justement le monde dans lequel ces jeunes vivent. Et donc plus on relie à l'actualité, plus ça prend du sens pour eux. Et donc ça fonctionne. Et ça fonctionne. C'est ce que mention très bien, Amal Laoui. Oui, c'est parfait. Isabelle Dautrem, que l'on retrouve dans quelques secondes. Elle est l'invitée de notre grand oral. Merci, Amal.
Isabelle Dautrey, m'invitée de ce grand oral pour une enquête accablante, mise en page et en images, surtout par Bast, 17 piges, édité chez Futuropolis. Un texte important pour comprendre la justice des mineurs, c'est l'ordonnance de 1945 qui dit que le mineur incarcéré n'est pas censé être un détenu comme les autres, ou est censé ne pas être un détenu comme les autres, je ne sais pas bien comment le dire. On voit l'idée en tout cas. Il y a eu une réforme en 2021. De cette ordonnance de 45. On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on est toujours dans une démarche très éducative? Alors, en tout cas, affiché, oui. Et même l'idée, c'est de conserver ce principe de l'ordonnance de 45, de faire primer l'éducatif sur le répressif. Ça, c'est les grandes lignes. En réalité, ce n'est pas du tout ce qui se passe. L'ordonnance de 45 a été dénaturée au fil des années, notamment suite à une demande sociétale très forte de plus de sécurité avec l'idée que les délinquants sont jeunes et donc il faut vraiment les sanctionner très fort. Donc il y a eu toute une série de lois, notamment il y a eu l'époque de 2002 avec les lois Perben qui ont vraiment durci la justice pour mineurs. Et la réforme de février 2019, qui était effective en septembre 2021, si je ne me mélange pas dans les dates, avait pour vocation de nettoyer un petit peu cette loi, cette ordonnance, de garder l'esprit et de réduire surtout le délai au cours duquel d'attente, en tout cas pour le procès. Et oui, parce que ça compte énormément. On le voit d'ailleurs dans la bande dessinée. Il y a des rapports qui dénoncent régulièrement les conditions d'incarcération des mineurs, des rapports qui ne sont pas faits par des gens laxistes ou autres. Il y a des sénateurs, etc. Que disent-ils et pourquoi finalement ils ne sont pas suivis? Il y a un consensus très large sur les conditions de détention des mineurs. D'abord parce qu'ils sont détenus dans des conditions qui ne sont pas prévues pour eux. La plupart sont détenus dans des quartiers pour mineurs de maisons d'arrêt dans lesquels il y a essentiellement des majeurs, évidemment. Ils sont censés ne pas les croiser, mais notamment au moment de la promenade. Ils sont censés ne pas les croiser, c'est même un impératif, mais effectivement, lors de la promenade, il arrive qu'ils se croisent, ou bien simplement, si je prends le cas de Fleury-Mérogis, que je connais bien, ils sont un étage leur est consacré, mais au-dessus et en dessous, il y a des majeurs, et effectivement, ils passent leur temps à la fenêtre. Et donc, il y a une espèce d'emprise qui peut s'opérer sur ces jeunes. C'est la raison pour laquelle les adultes ne sont pas censés croiser ces mineurs. Et puis, il y a des établissements spécialisés quand même, quelques-uns. Alors, effectivement, il existe 6 EPM, s'il est un établissement pénitentiaire pour mineurs. Qui étaient censés, donc ça c'est pareil, c'était créé en 2002, et ils étaient censés progressivement remplacer les quartiers pour mineurs, parce qu'effectivement ils sont bien mieux adaptés à ces jeunes, il n'y a que des mineurs dans ces quartiers, dans ces établissements. En réalité, ça a entraîné surtout une augmentation de l'incarcération des jeunes, puisqu'il n'y a pas eu moins de mineurs en quartier pour mineurs. Et la dernière création sont les centres éducatifs fermés. Alors là, les centres éducatifs fermés, toujours 2002, ça se veut des centres qui sont une alternative à l'incarcération, c'est-à-dire que ce ne sont pas des prisons. Mais là encore, au départ, c'était réservé à des jeunes qui étaient multirécidivistes. De plus en plus, c'est ouvert à des jeunes qui sont dans la première démêlée forte avec la justice. Et puis, ça s'apparente de plus en plus à des maisons, enfin des prisons en fait. Mais, sauf qu'à l'intérieur, ils sont encadrés, ils sont encadrés par des éducateurs de la PJJ, donc la protection judiciaire de la jeunesse. Mais il n'y a pas de surveillant, mais c'est peut-être l'une des seules différences, parce qu'ils ne peuvent pas sortir et rentrer comme ils veulent. Donc il s'agit bien d'un enfermement. Et on voit l'influence des pères PIRS. C'est une véritable école de la criminalité. D'ailleurs, on le voit très bien sur Ben, parce que Ben, c'est vraiment un jeune de tout gentil, tout fois qui arrive. Il n'avait eu aucun démêlé avec la justice avant. Et là, il est vraiment pris dans une spirale de la violence. C'est-à-dire, pour exister, on est dans le rapport de force permanent. Un des personnages lui dit d'ailleurs au début, lui dit en gros, si tu ne frappes pas le premier, tu vas devenir un agneau. On est faible, et c'est vraiment le virilisme qui l'emporte, les valeurs de virilité, de force. Et donc, du coup, des jeunes qui pouvaient rentrer sans avoir une expérience de délinquance en sortent délinquants. Enfin, pas tous, mais beaucoup. Vous aviez prévu d'y passer 2 jours. Vous y avez passé 2 jours, mais 2 jours par semaine pendant 6 mois. Exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai trouvé il m'avait semblé important d'abord de passer du temps parce qu'il faut comprendre les codes de la prison. Et donc, pour cela, je me suis d'abord toute une phase d'observation avant de passer à des interviews. Effectivement, j'ai trouvé ce monde extrêmement fascinant. Fascinant et dérangeant, évidemment. Fascinant parce que c'est un monde qu'on ne connaît pas, qui est complètement à part, dans lequel on ne rentre pas. Enfin, sauf d'avoir commis soi-même un délit, il y a peu de chances d'y aller, ou de travailler dans la justice. Et en plus, j'ai été très, très étonnée parce que je suis rentrée dans cette salle de classe. Je suis rentrée par l'école. Au début, c'était un sujet sur l'école en prison. Et je suis rentrée dans cette salle de classe avec plein d'a priori, plein de préjugés.
Et en fait, j'ai retrouvé des élèves comme les autres, comme ce qu'avaient pu être mes propres élèves. Et ça, c'était très déroutant. C'est-à-dire qu'il y avait une ambiance... Alors on va en parler et faire appel aussi à vos souvenirs récents, mais quand même d'enseignantes. Mais si vous voulez bien, Isabelle, on prend des petites récrés dans la quotidienne, parce qu'à l'école, il y a des récrés. Et la récré, c'est avec la jeune Amal, avec qui nous parlons du carnet de correspondance aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je vous propose cette vidéo du youtubeur Amixem. Il nous montre les pires mots, selon lui, dans les carnets de correspondance. Regardez. Loan réalise un challenge TikTok en cours au lieu de travailler. Punition. M'expliquer ce challenge en anglais. Oh, c'était les meilleures punitions. Voilà des professeurs intelligents. Plutôt que de réfléchir 1 heure sur la pitrerie, explique-moi le challenge en anglais. Mais c'est incroyable. Punition. M'expliquer le challenge en anglais et sur TikTok pour le 2105. Le lien du TikTok est à m'envoyer sur Teams. Ce travail fera l'objet d'une évaluation. Mais quel bonheur! Mais enfin, non mais c'est rassurant. Non parce que jusque-là, t'as juste l'impression d'être face à des vieilles personnes qui ne comprennent rien à l'éducation. Mais là, c'est incroyable. C'est full humiliant, donc t'as pas envie de refaire ta connerie. Et en même temps, c'est constructif. C'est incroyable. Je vais donner la parole à Amal comme d'habitude. C'est plutôt éducatif comme punition pour le coup. Elle est plutôt pas mal celle-là. Amal, donc le carnet de correspondance. On ne dit pas que carnet de correspondance, je crois. Carnet de correspondance ou carnet de liaison, un outil indispensable qui permet de maintenir un lien entre l'équipe pédagogique et les parents. Dans cet outil de communication, eh bien, figurent aussi les punitions. Et donc, vous l'avez vu. Punition qu'on vient de voir sous forme de TikTok. On imagine que finalement, ça fait presque plaisir à elle. C'est quoi Oui, TikTok d'ailleurs? TikTok, c'est le réseau social préféré des ados, cauchemar pour de nombreux parents. TikTok s'est imposé comme un réseau social majeur dans le monde. D'où vient le réseau d'ailleurs? Alors c'est une application qui vient de Chine, elle est née en septembre 2016. TikTok est dédié à la création et au partage de courtes vidéos musicales. Donc les utilisateurs se filment face caméra en faisant des playbacks ou des chorégraphies. Officiellement, eh bien, les utilisateurs de cette application ont au moins 13 ans. C'est l'âge exigé pour ça. Je vous ai fait les jeunes là. Sur la plateforme. Mais dans les faits, on sait très bien qu'en France, eh bien, 59% des moins de 13 ans ont un compte selon l'association Génération Numérique. Et juste en quelques chiffres, TikTok dans le monde, ça représente quoi? C'est un géant. Oui, c'est un géant. TikTok est devenu l'application hors-jeu la plus téléchargée et la plus rentable à l'échelle mondiale au 1er septembre 2021, dépassant les 3 milliards d'installations sur l'App Store et le Play Store. Alors en quelques chiffres, TikTok, c'est 732 millions d'utilisateurs actifs par mois à l'échelle mondiale, 400 millions d'utilisateurs actifs par jour en Chine, plus de 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels aux États-Unis, plus de 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels en Europe et plus de 2 milliards de téléchargements depuis sa création. Et ce triomphe auprès des jeunes, comment on l'explique? Eh bien, la force de TikTok, c'est d'abord sa facilité d'utilisation, puisque le logiciel de montage intégré dans la plateforme est un véritable atout. Il est simple et performant et il permet donc aux utilisateurs, même les plus jeunes, de créer des contenus avec des effets spéciaux et de la musique. Et puis il y a aussi des défis, je crois, on anime la communauté. Oui, c'est ça. Il y a des défis qui sont proposés par la plateforme et c'est ce qui fait aussi son succès. Elle propose sans cesse à tous les TikTokers de répondre à des challenges, ce qui suscite un très fort engagement chez les adolescents, puisqu'à l'adolescence, on le sait, les défis sont appréhendés comme des moyens de construire son identité. Est-ce que tout ça est assez contrôlé? Parce qu'on joue un peu avec le feu, et d'ailleurs certains challenges ont été médiatisés parce qu'ils étaient dangereux. Exactement. Si la plateforme TikTok peut aider les jeunes à développer leur créativité, eh bien, elle est aussi pointée du doigt. Il y a parfois des défis dangereux comme le Blackout Challenge, un défi pour lequel eh bien, les utilisateurs de la plateforme se filmaient en train de retenir leur respiration. Le but était de tenir le plus longtemps possible, voire jusqu'à l'évanouissement. Et il y a une jeune fille de 10 ans aux États-Unis, Nyla Anderson, qui a perdu la vie en réalisant ce défi. Donc ce réseau social est aussi pointé du doigt pour son manque de protection des mineurs, le non-respect des droits des utilisateurs et la surexploitation des données. Ils ont essayé de réagir un petit peu quand même. Ils ont essayé de réagir. La plateforme multiplie les mesures de protection envers les plus jeunes utilisateurs. Par exemple, eh bien, la messagerie directe a été désactivée par défaut pour les moins de 17 ans et les plus jeunes utilisateurs âgés de 13 à 15 ans ne peuvent partager leurs vidéos qu'avec leurs abonnés ou leurs amis. Ok, mais moi j'ai pu comprendre dans la vidéo TikTok qu'il fallait que vous fassiez tout ça en anglais et que vous envoyiez sur Teams. Ah, c'est pas vous qui... C'est pas moi, non. Ah, c'était pas vous la punition? Non. Bon, super chronique, merci beaucoup Amal. On retrouve Isabelle Dautrem dans quelques instants. La prison réunit toutes les conditions de répétition de la violence. Elle provoque l'isolement sensoriel, l'arrêt de l'empathie, l'augmentation de l'angoisse, entretient les relations toxiques et l'humiliation. En sortant de prison, on constate que l'enfant n'est plus apte à réguler ses émotions. C'est un jugement sans appel. Il est signé Boris Cyrulnik, date de 2009. Je l'ai trouvé dans 17 piges. Cette formidable bande dessinée Enquête de Bast et d'Isabelle Dautrem.
La prison, école de la délinquance, école du crime, c'est ça que vous démontrez en fait. Oui, parce que c'est une question... Le chiffre, on va le redire, 75% de récidive pour les mineurs incarcérés dans les 5 ans. C'est nettement supérieur à toutes les autres catégories d'âge. Oui. Parce qu'effectivement, un jeune est en construction. C'est la raison, d'ailleurs, c'était la raison pour laquelle l'ordonnance de 45 avait prévu un statut particulier pour les mineurs, donc fortement influençables. Donc, ils sont fragilisés au moment le pire, là où eux-mêmes ils se cherchent. Donc, finalement, la prison, ils sont éloignés de leur famille, enfin de tout ce qui peut les structurer. Donc effectivement, c'est pas du tout étonnant à ce qu'ils soient plus délinquants pratiquement en sortant qu'en y entrant. Et la continuité pédagogique promise pour ceux qui sont scolarisés, vous dites c'est une fiction en fait. C'est la faute à qui? Parce que les enseignants tels que vous les montrez, ils ont l'air de faire preuve d'un dévouement assez extraordinaire. Alors, les enseignants sont vraiment... ce sont des enseignants de l'éducation nationale. Ouais. Certains sont des contractuels. Mais effectivement, ce que je c'est pas de leur faute. Tout à l'heure, c'est absolument pas de leur faute. C'est que de toute façon, le volume horaire est déjà moitié moindre que dans celui d'un collège normal. C'est 11 heures dans le meilleur des cas, et encore pas pour la majorité. 12 heures dans le meilleur des cas, 12 heures, pardon. Et c'est jamais le cas. Oui, voilà. Et même dans les établissements pour mineurs, ça ne l'est pas. Et encore moins dans les quartiers pour mineurs. Il y a toujours une bonne raison de ne pas faire classe. Ce qui prime, c'est la sécurité. Donc dès qu'il y a une menace de sécurité, qui peut être liée à d'autres choses qu'aux mineurs, ça peut être un déplacement de majeurs, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles... C'est le premier truc qui saute. C'est la première chose qui saute. Alors que c'est vraiment fondamental, ne serait-ce que pour cette respiration qui est l'école pour eux. Et moi, le proviseur de Fleury-Mérogis me disait quelque chose qui m'avait semblé très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de décrocheurs qui arrivent en prison. Et pour certains, c'est l'occasion de reprendre goût à l'apprentissage. Parce que c'est dans un autre contexte. Ils sont avec des enseignants très motivés. Enfin, c'est pas qu'une question de motivation, mais en tout cas qui ont été très engagés, en tout cas. Voilà, et puis c'est une pédagogie individualisée, puisqu'effectivement, tous les élèves n'ont pas le même niveau. Et parfois, il y a des choses extraordinaires des petits miracles, qui se passent, voilà, et puis on peut les accrocher aussi avec l'objectif de passer un examen, et il y a vraiment des élèves qui s'accrochent bien, mais en même temps, moi je les ai entendus, ils me le disaient qu'ils savaient très bien qu'en retournant dans la cité, ils risquaient de reprendre leurs habitudes d'avant. Mais c'est pas anecdotique, hein. Le professeur d'histoire qui est représenté dans 17 piges a amené ses élèves à participer à la Shoah, sur la Shoah. Oh oui, le concours, de la résistance. Concours de la résistance, et absolument. pour lesquels ils ont obtenu un prix d'ailleurs. Donc imaginez bien qu'ils travaillaient sur l'esclavagisme et la Shoah en prison, c'est pas simple. Et pourtant, elle y est arrivée. Donc elle a amené ses élèves. Donc ça, évidemment, pour elle, c'est une victoire. Et donc c'est vraiment très important, mais c'est en tout cas accessoire du point de vue de l'administration pénitentiaire. D'un mot, quand vous nous disiez « je suis arrivé avec mes préjugés, mes stéréotypes », avant c'était quoi? C'était comme les stéréotypes qu'on peut avoir sur la prison. On retrouve que des gens extrêmement dangereux, on prend un risque énorme en allant en prison. En réalité, c'est pas ça du tout. Et puis, en revanche, de vivre physiquement l'expérience dans l'enfermement, sachant qu'on va ressortir, c'est pas rien. Donc on imagine ce que c'est quand on ne ressort pas tout de suite. Quand on ne ressort pas et quand on a 15, 16 ou 17 ans, qu'on a besoin d'espace, de s'exprimer. Là, c'est extrêmement effrayant de voir les conditions dans lesquelles ils sont maintenus. Vous avez été enseignante, vous avez aussi été chef d'établissement fugacement, mais vous l'avez quand même été. Est-ce que finalement, dans cette approche aussi de ces jeunes, dont beaucoup ont été décrocheurs auparavant, tels qu'elle est en prison, on ne ferait pas bien de s'inspirer un petit peu de tout ça dehors ? Certainement. Pour éviter peut-être ce type d'engrenage, est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre? Il y a certainement au niveau de la pédagogie, l'engagement et le travail par projet. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne peuvent pas du tout... les enseignants n'arrivent pas avec un programme, ils ne font pas cours de façon magistrale. C'est pas du tout envisageable. Donc tout se fait par projet, en les amenant par des moyens détournés à les intéresser. Alors ça peut être en cours de français, par la chanson, par des révoltes, du rap notamment. Mais chaque cours, c'est en petits effectifs, est extrêmement individualisé. Isabelle Dautrem, on va se retrouver dans quelques minutes pour la toute fin de ce grand oral. Ce sera après avoir poussé la porte de la librairie comme tous les vendredis. Et derrière la porte de librairie, il y a Célie Luton, notre chroniqueuse et libraire. Et depuis hier, s'est ouvert à Angoulême le Festival international de bande dessinée. Grand rendez-vous. Bonjour Célie. Bonjour Emmanuel. Célie Luton, notre libraire et chroniqueuse. Et à l'occasion de ce festival de bande dessinée, donc on rappelle déjà 17 piges, c'est de la bande dessinée chez Futuropolis, signée Isabelle Dautrem et Bast. Sélection de bande dessinée pour les enfants. On commence
avec Les Toutous à Paris, album de Dorothée de Monfred à l'École des loisirs en 2019. Exactement. Alors donc là, pour Angoulême, nous allons lire Dans les bulles. Et pour les petits, je ne suis pas très bande dessinée. Je trouve qu'on raconte très bien Dans les bulles de Dorothée de Monfred avec un très très bel album. Celui des Toutous. Donc on retrouve Zaza, Popov, Kaki, Omar et tous les autres. Ce sont les 100 ans de l'oncle Jacob. Il les invite, le gâteau est préparé, le cadeau est acheté, on y va, rendez-vous 16 rue du Gros Caillou. On va se perdre et on va découvrir Paris. C'est un joli point de départ. Caillou, perdu, petit poussé. Pas du tout. Pas du tout. Aucun rapport. Mais il faut s'approcher Mais ils se l'imaginent un petit peu à un moment quand même. Bien sûr, ils vont chercher. Des gros cailloux. Ils sont cultivés. Peut-être qu'il y a un gros caillou à côté de cette rue. Pourquoi on est pas. d'accord. Et à côté de la rue du Gros Caillou, il y a un super point de vue, la Tour Eiffel. Et c'est à partir de là qu'on retrouve tout. Voilà, alors là, c'est pas de la Tour Eiffel, ils sont plutôt à Montmartre. Mais vous allez tout voir dedans. Il y en a quand même un qui dit, vous voyez un gros caillou quelque part. Exactement, mais on va tout regarder. Les fontaines, le métro, Pompidou, tout est là. Album plein d'humour. Deuxième ouvrage, c'est toujours une bande dessinée. Les Bergères guerrières, c'est le 4e tome d'une série signée Jonathan Garnier et Amélie Fléché, c'est chez Glénat. Exactement, donc là, ça c'est le 4e et dernier tome de cette saga. L'aventure, ce n'est pas que pour les garçons. Ici, c'est l'aventure de Molly et Liam qui vivent dans un village un peu celtique, tout à fait imaginaire, où tous les papas sont partis à la guerre. Protéger le village. Ce n'est pas parce qu'ils sont partis qu'il n'y a plus de menaces sur ce village. Donc les mamans, les tatas, les mamies, elles vont s'entraîner, elles vont apprendre à se battre pour défendre le village. C'est une saga, hein. Est-ce que ça peut baisser les sagas et là ça baisse pas du tout? Ah non, pas du tout, non, vraiment 1, 2, 3, extra le 4, vraiment. Isabelle Dautrem, on n'a pas parlé de ça. D'ailleurs, vous avez vu des garçons incarcérés, des hommes, jeunes hommes. Pour les filles, ça se passe comment? Les filles ne sont pas très loin, elles sont dans la prison pour femmes. À Fleury-Mérogis, c'est à côté. Le problème des mineures filles, c'est qu'elles sont très peu nombreuses. Donc elles sont incarcérées avec les adultes. Et très souvent, comme il y a très peu de... Si je vous ai bien suivi depuis le début, c'est encore pire, d'une certaine façon. Oui, il n'y a absolument aucune prise en considération de leur statut de mineur, quoi. On termine avec... Les bergères guerrières, c'est plus drôle. Je vous prie, quand même. On termine les bergères guerrières. Oui, rien à voir. Tiens, hop, cadeau. Voilà. Les bergères guerrières. Voilà. On termine puisqu'il est question d'Angoulême avec un ouvrage qui est en compétition dans la catégorie 12-16 ans, qui est publié chez Gallimard BD. Exactement, donc ça c'est le deuxième, ça fait suite à un autre album d'Alexander Hutkin qui s'appelait, excusez-moi, avec les oiseaux, je ne sais plus. Le roi des oiseaux. Le roi des oiseaux, voilà. Donc ça se lit indépendamment, mais vous avez plusieurs contes qui sont imbriqués un petit peu comme des poupées russes qui font appel au folklore slave. C'est vraiment un lien entre la modernité du dessin de l'artiste et la littérature. C'est vraiment sublime. Et donc, vous avez une histoire qui va être en toile de fond, qui va évoluer, celle de Vassilia et de John, qui vont partir à la recherche d'un remède pour sauver leur papa. Merci beaucoup pour cette triple sélection. On n'a pas, si j'ai dit les âges, 12-16 ans, pour ce qui est de la princesse guerrière d'Alexander Hutkin. Pour 12. 12. Super. Et les toutous à Paris, c'est dès qu'on est capable. On peut même le lire à l'enfant, surtout. Oui, bien sûr, à raconter. Sa première bande dessinée. Exactement. Avec plein de trucs dans les phylactères. C'est ça. C'est le nom des bulles, j'ai appris ça, moi. Merci beaucoup, Célie. Passée par la littérature. Il y a des bibliothèques en prison aussi. Il y a des bibliothèques en prison, oui. Et c'est un moyen d'ouverture sur le monde, effectivement. C'est ça. Ouais. Mais je ne sais pas dans quelle mesure les jeunes s'en emparent, mais effectivement, c'est tout ce qui peut les relier à l'extérieur, c'est forcément les bienvenus. Et prochaine plongée, Isabelle Dautrem, vous y avez pris goût maintenant aussi. Oui, j'espère prendre la suite de connaître la suite de l'histoire de Ben. Et sinon, effectivement, une plongée en hôpital psychiatrique. Il me semble que c'est un autre univers. Les deux grands lieux d'enfermement. Voilà, exactement. Avec des c'est très fouqueldien, tout ça. Merci beaucoup en tout cas Isabelle Dautrem, et outre les ouvrages que vous a recommandé Célie, que je remercie également, je rappelle 17 piges avec Bast chez Futuropolis, ça vient de sortir, c'est un documentaire absolument formidable. Merci beaucoup, merci aussi à toute l'équipe, Marine Plantec assistée par Charles Fontaine. Les pinceaux étaient tenus par Colline Hamel pour que nous soyons bien maquillés, Axel Lepoulou à la réalisation, Bonizek Gauvin au son. Vous restez évidemment sur School TV et vous nous retrouvez en permanence sur les réseaux sociaux et sur Internet.